Nous avons toutes et tous des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre leur première et leur dernière fois. Yvan a 82 ans. Il est hétérosexuel et marié à Aline depuis 56 ans. Yvan aborde le monde avec une curiosité avide d'autodidacte. Il écrit, il débat, il commente avec passion l'évolution du monde. Et aujourd'hui, Yvan nous a invités à discuter chez lui, dans le sud de la France. Bonjour Yvan. Bonjour. On va parler de la première fois. C'est un peu abrupt, je sais. Eh bien alors, quand est-ce que c'était cette première fois ? C'est tellement loin que je me souviens presque pas. Il me semble que c'était quand j'étais à Paris, pompier. J'avais connu une femme dans une boîte à Paris j'avais 18 ans, elle devait en avoir 39. Et là, c'est une vraie histoire parce que j'ai connu cette femme un certain temps. Et donc, son mari venait de la quitter pour une femme plus jeune. Et donc, je me suis retrouvé à la Porte des Lilas une fois chez elle, après l'avoir connue quelques mois. Et on a frappé à la porte, et j'ai entendu « Ouvre la porte ou je l'enfonce ». Et c'était le mari en question qui avait été prévenu par des voisins qu'elle sortait avec un minot comme moi, un jeune, et dont ça lui plaisait pas. Et cette femme, on a eu peur tous les deux, mais bon, elle est allée ouvrir la porte. Le type, il a été assez sympathique, il m'a demandé de sortir, il m'a dit surtout ne remettez plus les pieds ici. Donc je me suis retrouvé dans une rue du côté de la Porte des Lilas et j'ai rejoint le métro qui était un peu plus loin. Et il y a une voiture qui me suivait, je me suis retourné, c'était le type. Alors il m'a dit monte, j'ai dit, parce que lui il avait 40 ans passés. Et là j'ai refusé de monter, j'ai dit si on veut, on peut aller boire un verre, on voyait les lumières de la Porte des Lilas. Je fais très court. On est allé dans une brasserie, et là, il a eu la gentillesse de me payer à boire. Il a même traversé la rue pour aller acheter des cigarettes, parce qu'à cette époque, je fumais. La seule chose qu'il m'a dit, c'était « je veux plus te boire », voilà. Et ça s'est terminé comme ça. La première fois, c'était comme ça. Voilà. C'était une Bretonne, je me rappelle. Mais c'était une vraie histoire, du coup. Ça a duré combien de temps ? Quelques mois ? Ça a duré plusieurs mois, oui, 2, 3, 4 mois, je me rappelle plus exactement. Alors ça nous amène en quelle année, ça ? Et ça nous amène en 56, 50... Attends, non. Parce que là, oui, j'ai 56, une photo 57. sous les yeux que vous m'avez montrée tout à l'heure. C'était en 55, vous aviez 17 ans. Et c'est en 55 que je me suis engagé dans les pompiers. Eh bien, donc voilà, vous étiez beau, vous étiez un marlot. À 58, j'étais très beau. Non, je déconne. Mais bon, j'étais surtout pompier, et c'est vrai, un certain prestige à Paris à l'époque. Et donc, j'allais dans des boîtes un peu partout, et j'avais rencontré cette femme, comme à cette époque ça se faisait, il y avait, mais peut-être maintenant, il y avait des tas d'endroits où il y avait des personnes qui étaient plus âgées que moi, bien sûr, et qui, en fait, allaient à la pêche aux jeunes. C'était à la Bastille. Il s'était rien passé avant ? Dans votre jeunesse, avant 18 ans ? Eh bien, justement, j'ai beaucoup de mal. Je crois que j'avais eu, avant de partir à 18 ans, une jeune femme qui s'appelait effectivement Jacqueline, qui était à Montpellier. Mais il y avait une bande de jeunes qui essayaient de sortir avec elle, et ils m'avaient un peu bousculé pour que j'abandonne. Et j'avais 17 ans et demi, et c'était des gars qui étaient réputés à Montpellier pour être les plus grands dragueurs du coin. Et c'est vrai que j'ai capitulé. Et cette première fois, finalement, vous l'aviez fantasmée ? Vous aviez eu le temps de la fantasmer ? Non, parce que alors, je sais plus comment vous dire. Moi, j'habitais une caserne de pompiers, dans laquelle il y avait des fils et des filles de pompiers. Et ma première fois, en fait, là, je parle de la première fois où j'ai eu les rapports sexuels. Mm-hmm. Avant, avec toutes les filles de la caserne, elles étaient 4 ou 5, j'ai eu des petits flirts. Mais c'était pas ce que j'appelle les premières fois. C'était des petits moments sympathiques qu'on volait à nos parents en se cachant derrière des voitures ou des choses comme ça, voilà. Vous avez le souvenir que cette histoire, vous avez eu du plaisir ? C'était quelque chose qui vous a nourri ? Non, ça m'a jamais nourri, c'est simplement que j'ai eu du plaisir certainement sur le moment, c'est toujours agréable, certaines choses, mais tout ça, j'ai beaucoup de mal à dire que ça m'a nourri, quoi. Oui, peut-être, oui, ça m'a donné peut-être une certaine
une certaine aisance, parce que comme j'avais connu ça à 14, 15, 16 ans, après peut-être à 17 ans, 18 ans, j'étais un peu plus mûr pour aller un peu plus loin. C'est dans ce sens que ça m'a nourri, certainement. J'avais pas peur, comme peut-être on peut avoir peur, je suppose, pour des gens qui ont 15 ou 16 ans, puisque j'avais eu la possibilité de faire mes classes. Cette fois, avec cette Bretonne, vous étiez amoureux ? Non. Vous aviez pas de sentiments pour elle ? Non. On n'a pas de sentiments. Moi, on va reparler certainement après, mais c'est très rare. Simplement, c'était un peu mon ego qui était content de lui, ou je sais pas comment dire, flatté, voilà, c'est ça. Et puis, deuxièmement, non, pas amoureux à 18 ans d'une femme de 39. C'était une occasion. Je vivais dans un milieu de pompiers, un milieu de machos, qui parlaient que de ça toute la journée. On avait un jour de repos tous les 4 jours. Et tous les mecs sortaient pour ça. On allait à la Bastille, on allait partout, c'était la règle générale, c'était de draguer, quoi. Et puis chacun parlait de ses petites aventures, en exagérant peut-être même un peu, quoi, voilà. Vous faisiez partie de cela ? Ah ben oui, j'étais, je sais pas si je faisais partie vraiment de cela, mais j'étais comme tous les gens, prétentieux, un peu vaniteux de toutes ces petites histoires. Il se trouve que j'avais un physique correct et que c'était pas très difficile, voilà, en gros. Je dis ça parce que j'ai connu des gens pour lesquels c'était peut-être pas la même chose. Mais c'est vrai que je peux dire sans aucun truc, maintenant, à l'âge que j'ai, ça n'a plus d'importance. J'ai eu des trucs qui me sont tombés sur la tête, qui sont arrivés comme ça un peu. Et quand on est plus jeune, eh ben, on se prend pour un petit peu malin, quoi. Mais on ne l'est pas plus, voilà, pour ça. Et toute ma vie, ça m'a suivi. Cette chance, jusqu'à ce que je cette facilité. Bon, ça a dû durer longtemps quand même. Vous les avez perdu tard. C'est vrai que quand je remémore de ce truc-là, je dois avouer que voilà. Et que pour ça, quand on discutait des problèmes de drague et tout, je pense qu'il faut toujours tempérer ça avec. Je crois beaucoup au physique des gens. Il y a des gens comme des mecs qui n'ont aucun problème. Donc, peut-être que les types qui sont violents, qui sont insultants, qui sont tout ça, c'est peut-être une question de complexe et qu'ils en remettent une couche. Un type qui n'a pas trop de problèmes de ce côté-là, bon, pas pourquoi il serait, mais voilà, ça doit exister. Mais en gros, il n'y a aucune raison quand c'est assez facile d'en vouloir à quelqu'un au point de l'insulter. Je vais vous poser une série de questions. Allez-y. C'est une petite pause. Alors vous me répondez ce qui vous passe par la tête. D'accord. C'est basé sur une sorte de jeu à boire qui s'appelle Je n'ai jamais. Sauf que c'est plutôt J'ai déjà. Vous me répondez ce qui vous passe par la tête. Déjà, un souvenir, si vous avez déjà évidemment fait les choses, ou si vous les avez pas faites, vous pouvez me le dire aussi. J'ai déjà sodomisé un ou une partenaire. La question, c'est que j'ai essayé, que je suis pas arrivé. Vous avez essayé plusieurs fois dans votre vie ? Non, pas vraiment, parce que les gens de ma génération, peut-être contrairement à celle de maintenant, c'était pas une pratique qui était... c'était très difficile de trouver quelqu'un qui soit d'accord, voilà. C'est ce que m'ont dit beaucoup de mes amis aussi, de mon âge. Je crois que, voilà, c'est une réponse honnête actuellement. Quand je vois les sondages, je pense à moi que ce soit une pratique beaucoup plus courante. Mais à l'époque, c'était quelques pourcents seulement, voilà. Et puis on n'avait pas le même rapport aux femmes peut-être que maintenant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je crois qu'il y a peut-être plus de respect ou plus de retenue. Pour vous, la sodomie, c'est manquer de respect ? Oui, totalement. À une époque, c'était pas de ma part, c'est les partenaires qui ressentaient ça. Demander ça se faisait pas, voilà, c'est ça. Faut pas oublier que je vous parle là d'il y a 60 ans, ou 50 ans. C'était quelque chose, et j'ai depuis regardé les articles et ainsi de suite, je pense que ce n'est déjà pas actuellement même une pratique qui est acceptée à 100%. C'est quelque chose de 30 ou 40%, je sais rien. Et à mon époque, c'était 2, 3, 4%. Donc je dois être honnête, non, voilà. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Alors ça peut être du matériel contraceptif ou des jouets sexuels ou des trucs comme ça. J'ai pas eu de soucis, mais j'en ai utilisé des jouets. Mais j'ai pas eu de soucis, non. Il n'y a pas eu de problème. Non. Tant mieux.
tant mieux. Oui, c'est pas... J'ai déjà pensé à ma liste de courses. C'est pas un ordinateur. Oh, et maintenant, il y a des trucs qui ressemblent à des ordinateurs quand même. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Non. Ou à un truc auquel on ne doit pas penser. Non, je pense pas, non. J'étais concentré. Vous êtes concentré, vous êtes quelqu'un de concentré. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Peut-être, oui. C'est difficile à répondre, parce que c'est assez fugace. Je sais pas, peut-être un artiste de cinéma, oui. N'oubliez pas que j'étais jeune quand il y avait Brigitte Bardot. Elle appréciera l'hommage. D'autant plus que Brigitte Bardot, c'était pas vraiment mon truc, mais je le reconnais, quoi, oui. Oui, certainement, ouais. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Je pense que oui. Vous avez fait de souvenirs particuliers? Non, parce que ça lui arrivait souvent. Vu que quand j'étais dans le Sahara et qu'on n'était que des mecs pendant 3 ans, vu que quand j'étais en brousse, que ça m'est arrivé souvent, j'étais toujours dans des hôtels impossibles, dans des villages pourris, et ce serait mentir que de dire non. Voilà. C'est quoi le truc le plus dingue que vous ayez fait sexuellement dans votre vie? Ouais, je le sais, tiens. Je le sais. C'était pas un truc dingue, mais c'était dans un bois, fesser une femme avec une brindille d'arbre qu'elle m'avait donnée elle-même pour que je le fasse. J'ai trouvé que c'était assez extraordinaire, quoi. Voilà, c'est tout. Et c'était ça. Elle avait arraché parce qu'on en avait parlé, bien sûr. On avait déjà eu pas mal de trucs là-dessus, et j'avais compris que c'était pas quelque chose auquel elle avait pensé sans l'avoir jamais fait. C'était un fantasme, vous avez... Moi, c'était pas mon fantasme à moi, mais c'était un truc, après, quand elle m'en a eu parlé, c'est devenu. Et à ce moment-là, les choses se sont produites quand j'ai eu l'occasion de le faire, j'avais provoqué un peu quand même. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est peut-être la chose... C'est peut-être un peu con de dire ça, mais... C'est un beau souvenir? Ouais, c'est un souvenir. Comment expliquer ça? Les souvenirs, c'est chiant parce que c'est le passé, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je pourrais faire. Et quand vous traitez d'un souvenir, c'est un truc, malheureusement, qui est plus nostalgique qu'autre chose, puisque vous dites, bon, c'est fini, et puis je revivrai plus ça, et ainsi de suite. Donc, un type vieux, il vit que dans le souvenir. Et c'est triste, quoi. Moi, j'en ai marre de faire l'ancien combattant. Donc, c'est ça qu'on fait les vieux. Tout le temps, quand on se raconte nos histoires d'avant, quoi. Parce qu'on n'a plus d'histoire. Voilà. Et c'est peut-être pour ça un peu que je fais de la politique, ou que je parle beaucoup, parce que la politique, c'est un truc de tous les jours, où j'ai l'impression encore de pouvoir avoir une opinion. Mais c'est la seule chose dont vous pouvez parler. C'est-à-dire des rapports de pouvoir, des rapports sociaux, vous pouvez vous mettre en colère contre un homme politique. Mais je sais très bien que tout ça, c'est du pipeau, quoi. Mais comme il faut bien continuer à survivre, vous êtes bien obligé de vous trouver des trucs. Quand vous êtes jeune, vous croyez que vous allez faire quelque chose. Vous le faites jamais, de toute façon. Après, quand vous avez un certain âge, vous savez que vous le ferez plus. Et à ce moment-là, il ne vous reste plus que d'en parler. Voilà. Moi, toute ma vie, j'ai rêvé de tas de choses. Mais bon, voilà, j'ai compris, après un certain temps, qu'il fallait plus rêver. À un moment donné, il faut se dire, bon, arrêtons de rêver, quoi. Les gens rêvent tout le temps. La première fois, du coup, c'était à 18 ans. Vous en avez 82, alors j'imagine qu'entre-temps, il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de décennies. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir eu une décennie particulièrement heureuse sexuellement, épanouissante? Que ce soit dans un contexte général, social, on a abordé un petit peu les années 68 et tout, vous avez un souvenir de tout ça? Le souvenir que j'ai, moi, pas le souvenir, c'est une analyse que je fais. Je pense que quand j'étais jeune, j'étais, peut-être comme le sont beaucoup de gens, préoccupé par mon propre désir. Et avec le temps, j'ai appris que j'avais tort et que je devrais m'occuper un peu plus de ma partenaire ou de mes partenaires. C'est une révélation qui est arrivée quand, ça? Oh, certainement. Peut-être, j'ai attendu au moins 38-40 ans. Quand je me remémore ça, je me le reproche beaucoup. Et je dois avouer que quand vous parlez d'évolution du désir, tout ça, c'est surtout
c'est là, pour être très honnête, je pense que c'était un amant lamentable au début de ma vie, pendant longtemps, et que les choses se sont beaucoup améliorées par la suite parce que j'avais certainement lu, vu, rencontré des gens qui étaient peut-être plus susceptibles de m'apprendre ou de me montrer ou de montrer leur désir, et ainsi de suite. Donc, je crois vraiment à cette chose-là. Je crois que peut-être pour certains, ils sont très doués à 25 ans. Moi, je l'étais pas. Vous avez pas le souvenir d'avoir eu un âge d'or, du coup? Alors, cet âge d'or, il est arrivé à 40 ans? Non, parce que là, ce qui est difficile avec vous, c'est que je vous parlais d'un type qui est marié depuis... Et c'est vrai que quand je rencontrais Aline, c'était extraordinaire. C'était une femme très belle, qui est mais encore une fois, j'ai l'impression que mon orgueil a peut-être été mis en premier plutôt que mes facultés d'amant. J'étais satisfait, et c'est peut-être... souvent je me dis que les gens jeunes qui découvrent certaines choses ont de la chance, c'est-à-dire découvrent une espèce de plénitude, de choses comme ça. Et ça, je crois que peut-être moi j'ai un peu raté le train, quoi. Et c'est après, au bout de plusieurs années, que je me suis rendu compte par exemple, j'étais pas du tout comment dire. Tout à l'heure, on parlait d'érotisme, par exemple. C'est un facteur magnifique, quoi. Et à ce moment-là, ça demande, c'est presque cérébral. C'est un truc qui vient comme ça. Et moi, en tout cas, jeune, j'étais pas à ce niveau, pour aller dire. Est-ce que c'est pas le cas de beaucoup de jeunes, finalement? Si, non, mais c'est pour ça que je ne veux pas parler des autres, parce qu'on va m'accuser de dire que les jeunes... Voilà. Donc, je crois qu'il y a ça. Il y a ça, je pense qu'on apprend. Surtout que je suis d'une génération... Faut pas oublier, on nous disait rien du tout. Il n'y avait pas Internet. On était complètement dans la méconnaissance. On savait rien. On apprenait en le faisant. Et donc, on avait des réactions, certainement, de jeunes mecs. Voilà. Et je dois reconnaître, si j'ai une chose que je dois reconnaître, je l'avais vu avant, mais je pense pour la génération actuelle, Internet, c'est fabuleux, quoi. Parce que vous, du coup, vous avez appris avec le cinéma? Non, même pas, le cinéma pornographique? Oui, voilà. Non, oui, un petit peu. On a Emmanuel, par exemple, qui était sorti à une époque. Mais tout ça, c'est vrai que ça ajoute à votre caractère, à vos tempéraments, à vos idées, et ainsi de suite. On voit d'autres choses, quoi. C'est pas de façon innée qu'on est, à part peut-être certains, Rocco Siffredi, mais on n'est pas un amant parfait. Et tout ça, ça vient avec le temps, avec la réflexion. Et il y avait peut-être des films, des livres, et ainsi de suite. Voilà. Ce que je peux répondre concernant la progression, ou du moins, votre question, c'était est-ce qu'il y a eu un parcours, voilà. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ce parcours, il a continué? Il n'y a pas eu un moment où vous avez stoppé votre parcours en disant c'est plus de mon âge? Oui, on le fait parce qu'on est marié, et que après, il y a des habitudes qui se font, et on n'a pas du tout le même phénomène. Donc il faut après rencontrer de nouvelles femmes, plus exigeantes, ou du moins qui vont vous... Un couple marié, c'est un couple qui s'habitue. Hein. Alors on voit très bien ce qui se passe partout. Au bout d'un moment, le désir... Et à la limite, la règle, ça serait, comme disait Jeanne Moreau, de changer tous les 6 ans. Parce que les gens vous poussent à d'autres horizons. Voilà. Donc c'est difficile pour moi de répondre à ça parce que il s'est passé des trucs, oui. Et c'est vrai que d'autres personnes m'ont amené peut-être à voir différemment les choses, mais ça a été pour moi un truc naturel, quoi, voilà. J'ai une question sur l'époque. En l'occurrence, on va revenir un petit peu en arrière. Dans les années 60, 70, 80, c'était quoi votre rapport à la contraception? C'était quoi votre rapport aux maladies? C'était quoi votre... Parce que c'est quand même, pour les gens qui vont écouter, s'ils ont une trentaine d'années, c'est une autre époque. J'avais aucun contact, aucun rapport à ça. Quand, Vous aviez pas été éduqué sur la question? Pas du tout. C'est plutôt Aline, ma femme, qui était éduquée, et c'est vrai que quand elle a utilisé des moyens... Ça m'a vraiment pas posé de problème. Et même dans l'armée, au début du mariage, on faisait que, à mon époque, on se retenait, quoi. Voilà.
Alors après, il est arrivé, c'était un progrès extraordinaire, quoi. Et dans l'armée, j'étais un petit mec. J'ai eu dans les 3 ans d'armée 3 ou 4 expériences comme ça, mais il m'en reste presque rien d'ailleurs. Parfois, j'ai même oublié tous les prénoms et tous les visages. C'était des choses c'est difficile d'expliquer ça. Tous les mecs, c'est des petits trucs qui se passent comme ça. Alors, quand 50 ans après, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus d'intérêt, quoi. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et vous l'avez connu quand même, vous l'avez vu cette évolution avec les années SIDA, avec la contraception maintenant avec la contraception qui était bien avant les années SIDA, oui, je l'ai vu, j'ai trouvé cette facilité fabuleuse, quoi. Les années SIDA, ça a été une catastrophe. On avait peur chaque fois parce que on ignorait totalement si la personne avec qui on était pouvait avoir des problèmes, et on n'osait pas parce que c'était pas nos habitudes de parler de préservatifs ou de choses comme ça. Donc ça a été une décennie qui a été assez blanche, assez neutre, parce qu'il y avait cette peur. On en parlait beaucoup dans tous les domaines, et c'était quand même le SIDA, c'était la mort, quoi. Mais il y avait déjà des maladies, des MST, des IST à l'époque, même si on en mourait. Oui, moi j'ai eu des morpions, j'ai eu une blénorragie. Je suis allé voir le docteur, il m'a filé une piqûre et j'ai attendu 3 jours. Voilà, c'est tout. Mais c'était pas pareil. On savait qu'on n'en mourrait pas et le docteur avait toujours la solution, quoi. Mais là, le SIDA, c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est une bombe qui vous tombait dessus, et j'ai bien remarqué autour de moi que il y avait un frein total, voilà. Et ça a repris après? Vous avez le sentiment que vous avez senti ça, un changement après? C'était pas du tout la même chose, quoi. Là, on parle des années 90, où j'avais déjà, moi, un certain âge, et j'avais pas du tout la même... je pense que c'est les limites de cet interrogatoire. À partir d'un certain moment, tu n'es plus ce que tu as été, quoi. Et c'est vrai que... Non, après, j'y ai plus jamais pensé, parce qu'après, on avait le préservatif et on avait aussi peu d'occasions. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Il y a qu'Alain Delon qui avait des occasions à 70 ans. C'est tout. On va refaire une petite pause avec une deuxième série de questions. Ouais. On va parler des œuvres qui ont nourri votre imaginaire sexuel. Ah là, j'ai travaillé là-dessus. Ah, ben j'espère. Alors, attendez, ça dépend qu'est-ce que vous appelez une œuvre, c'est-à-dire un livre, un film. Exactement. Eh bien, je vais vous demander quel est le livre qui vous a excité dans votre vie, celui auquel vous pensez majoritairement. J'imagine qu'il n'y en a pas eu qu'un. Non, il n'y en a pas eu qu'un. C'est ça qu'il faut dire. J'ai lu plusieurs livres qui ont peut-être eu un certain effet sur moi. L'âne de Buridan, de Hubert Haddad, que je dois avoir là, qui était un livre qui a été écrit par cet auteur, qui est un auteur d'origine libanaise, et dans lequel un jeune homme très naïf, très, très pur et dur, a un sexe qui ressemble un sexe anormal, disons, voilà. Ah, c'est lui, l'âne de Buridan? Ben, on l'appelle l'âne parce que ce type-là, il est un peu rejeté, et il va se réfugier dans un couvent, et là, il a une multitude de rapports avec les sœurs qui ont découvert ça. Et je trouve que c'était écrit magnifiquement. D'ailleurs, cet auteur a écrit beaucoup d'autres livres qui n'ont rien à voir avec... voilà, c'est ça, Hubert Haddad. Voilà. Et il y a Bernard Noël aussi. Je ne sais pas si vous avez lu Le Château de Seine. Pas du tout. C'est un livre exceptionnel de Bernard Noël, qui est un grand poète, il est toujours vivant d'ailleurs. Alors ça, ce sont les 2 livres les plus anciens. Et après... c'est plus un problème d'excitation, c'est un problème de lire des livres qui vous font peut-être mieux penser à ce que c'est le plaisir, l'érotisme et tout ça. Et là, bien sûr que j'ai lu tous les grands auteurs, de Mandiargue à Pierre Bataille, et ainsi de suite, quoi. Je les ai tous lus pratiquement. Puis on a lu les classiques comme Histoire d'eau, les choses comme ça. Voilà, ça, j'en avais plein de trucs. Et il y a un autre livre dont je voudrais parler. Une seconde. Alors Yvan est parti chercher dans la bibliothèque derrière lui. C'est celui-là. Alors, c'est un jasmin ivre de Olympia Alberti. Et qui est un livre justement sur le désir qu'une femme a pour une autre femme. Et je trouve que dans les 50 premières pages, elle décrit magnifiquement ce désir. En fait, c'est 2 couples qui sont sur la Côte d'Azur.
Et un couple en a invité un autre, et l'autre arrive. Ils ne sont qu'amis au départ. Et elle est complètement prisonnière de ce désir de cette fille, donc qui est décrite là, qui est très magnifiquement décrite. Et on décrit magnifiquement cette montée auquel elle ne s'attendait pas de l'attirance qu'elle peut avoir pour cette personne. Et je trouve que c'est fabuleux et qu'elle écrit très bien. Et c'est un livre que j'ai dû lire il y a très longtemps, il y a 30 ans à peu près, et qui m'avait fait découvrir justement ce que ça pouvait être, et que c'était très beau. Et voilà, donc ça c'est un livre à lire qui est magnifique. On va parler du film. Le film qui vous a fait vibrer. Alors le film qui m'a fait vibrer, j'ai réfléchi. J'ai pas de film qui m'a fait vibrer. Vous m'avez parlé un peu d'Emmanuel du coup. Oui, mais ça c'était un peu... J'habitais à la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le film Emmanuel, dans les années 70, je crois, avec un autre film qui s'appelait Cousins, Cousines, ça fait une explosion. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'est aperçu, tous les couples se désunissaient. Il y a eu des divorces, il y a eu des séparations. J'ai habité à un moment donné je vivais avec une bande de gens. On ne savait plus qui était le mari, qui était l'amant, dans les dansettes et des choses comme ça. Et donc, c'était assez impressionnant. Et j'ai toujours pensé que c'était dû à cette espèce de libération qu'il y a eu après 68, quoi. 70, 72. Emmanuel et puis cousin, cousine, où le type, il se rend dans une fête de famille, il se rencontre, sa cousine et tout. Et puis une espèce d'attirance très forte. Et à la fin du film, ils s'en vont tous les deux sur une moto. Je me rappelle de ça. Ce film avait fait des ravages dans la communauté européenne abidjanaise. Parce que les gens, d'un seul coup, ils se disaient, pourquoi pas moi? Voilà. Ça, c'est un truc. Alors, deuxième chose que je veux dire, c'est que j'ai pas de film particulier. J'ai des scènes de films. Oui. Et des scènes de films, alors là, je peux en avoir certainement énormes. Mais il y en a une qui m'avait beaucoup, beaucoup plu, c'était dans 9 semaines et demie, avec Kim Basinger et Monsieur Mickey Rourke, la scène fameuse du striptease, quand là, voilà, donc Kim Basinger, pour moi, pendant longtemps, était quelqu'un que je trouvais très beau. Et il y a aussi Michel Pfeiffer, que j'ai vu dans Suzy et les Boys, quand elle était jeune, sa façon de chanter parce qu'elle a fait le rôle d'une chanteuse. Ça, c'est des trucs anciens qui m'ont effectivement, voilà, je voyais des femmes superbes voilà. Et puis, dernièrement, j'ai vu le film de Keshish, là, je l'ai noté, Make to My Love, Ophélie. Mm-hmm. Le film démarre, ça se passe à 7. Le film démarre sur un type qui va rejoindre une amie, et puis il entend du bruit, il regarde à travers la fenêtre, elle est en train d'avoir fait l'amour avec un de ses copains. Cette actrice dont j'ai mis le nom, c'est Ophélie Beau. Elle est d'une beauté extraordinaire, elle est très belle, très bien foutue. Et pendant au moins 5 minutes, j'ai été même étonné que c'était en prime time, c'est comme ça qu'on dit, hein. Qu'ils peuvent montrer ça à la télévision, parce que c'était extrêmement érotique, extrêmement beau, à cause surtout de cette fille qui était, voilà, c'est une fille de 25 ans, 26 ans, qui est superbe et de partout. Donc c'est tout ce que je peux dire sur ce... Là, j'étais sur l'image qui me donne des frissons de plaisir, mais du coup, on n'est pas loin de ça, là. Mais on n'est pas loin de ça, parce que il n'y a pas de film particulier. Ce sont des scènes que j'ai prises au hasard depuis des années, quoi, qui m'ont montré que, voilà... Qu'on nourrit votre érotisme. Alors, la chose fabuleuse, la seule actrice avec laquelle... c'est Laura Morano, l'actrice italienne, qui maintenant... Mais à l'époque, elle a tourné avec Nanni Moretti et tout. Et c'est vrai que c'est pratiquement, pour moi, la perfection dans ses images, bien entendu, hein, vu ce qu'elle était là. Et c'est vrai que là aussi, quand je l'ai vue dans plusieurs films, je l'ai vue souvent, j'allais voir tous ces films, cette femme, cette espèce de sensualité, cette espèce de beauté très féminine, parce qu'en fait, on le voit, j'allais dire soumise, c'est pas le cas, parce que ça va encore te gêner. Mais elle était complètement... voilà, c'est un sucre d'orge. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire, voilà, parce que toutes les actrices sont loin d'avoir cette espèce de sex appeal qui est pas la sex appeal, c'est la sensualité au naturel, quoi. Là. Parce qu'on leur demande pas, elles sont pas toutes obligées d'être sensuelles, elles sont pas toutes à exprimer ça. Je suis bien lucide et je sais bien que c'est parce que c'est une actrice qu'on devait lui demander ça. Si je l'avais vu en vérité, peut-être que j'aurais pas ça. Mais là, il faut reconnaître que la photo est assez
assez extraordinaire. Oui, c'est une magnifique photo. Je pense, on dirait alors, Yvan m'a montré sur son portable, c'est des photos des années 90, je pense. Elle est effectivement très belle série de photos. Très belle série, merci de dire ça. Parce que la musique qui me met le plus dans l'ambiance. Alors, aucune. Vous n'écoutez pas de musique? Si j'écoute que ça, toute la journée. Et vous respectez trop la musique pour la mêler à la sensualité? Je respecte rien. C'est pas le problème de respecter, c'est un problème que c'est difficile de répondre à ces questions parce qu'il y a la musique classique, il y a la musique de variété, et quand j'entends, attendez, je me rappelle plus le nom maintenant, mais tous les soirs, j'écoute les Daft Punk avec L'heure bleue. Oui. Mais chaque fois, je descends uniquement pour entendre 3 minutes d'heure bleue, et ça me fait chaque fois, ça me remue vachement, quoi, voilà. Mais autrement, une musique c'est difficile, la musique. Alors, la musique classique, jamais. C'est simplement beau à écouter. Mais votre question, c'est qui me met le mieux dans l'ambiance. Je sais pas. Des fois, je suis tout seul, j'entends une musique très rythmée, et je dis, j'aimerais danser. Vous avez dit que votre vie sexuelle avait changé vers 40 ans et que vous étiez devenu un bon amant. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'avant, vous étiez amélioré. Qu'avant, j'étais mauvais et que peut-être, effectivement, par une certaine pratique, par une certaine réflexion, par aussi le fait que j'avais vu et aussi le fait que des partenaires pouvaient m'aider à être meilleur, oui, je l'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé après, à ce moment-là ? Mais il s'est passé que j'ai essayé d'être moins mauvais, d'être moins rapide, si vous voulez que je sois très concret, et ainsi de suite, c'est ça. Il y a un truc que je tenais à dire si vous parlez de sexualité. À ma génération, un clitoris, on ne savait pas ce que c'était. Et c'est quand même le cœur même, souvent, de ce que permet aux femmes d'aller un peu au-delà du c'est tout. Et vous l'avez découvert vers 40 ans, ça ? Oui, et certainement par des images, oui. Oui. J'ai dit 40 ans. À peu près, à la louche, oui. C'est certainement après un certain âge, oui. J'ai trouvé, d'ailleurs, quand j'y pense, j'ai honte, des fois. J'ai eu des occasions, j'ai eu des facilités, et je les ai pas exploitées. Voilà ce que je veux dire. Mais pour un homme j'ai des souvenirs précis mais j'ai été le dernier des cons. Vous savez à quel point apprendre c'est important, la culture c'est important, et la culture sexuelle elle est importante aussi, et on vous a pas donné avant les moyens de le savoir. Je trouve qu'on le donne rarement, et que peut-être maintenant c'est simplement Internet qui le donne. Et je pense aussi que peut-être le lesbianisme a permis aux femmes à peut-être mieux comprendre et mieux appréhender le plaisir, et elles ont appris aux hommes, en fait, ce qu'ils savaient. Moi, aucune femme ne m'a appris rien du tout, et c'est parce qu'elles ont appris le plaisir et qu'elles ont peut-être demandé à leur partenaire certaines choses. Et je suis pas... D'augmenter leur standard et d'apprendre je suis un peu pas... plus. Oui, voilà, je suis presque persuadé que c'est un bien. C'est un bien. Que les femmes connaissent mieux leur corps, oui, c'est un bien. Voilà, c'est ça, ce que je voulais dire, voilà. Et qu'après, elles répercutent sur les mecs qui sont souvent ignares, en tout cas à mon époque, je parle pas de maintenant. Et c'est vrai que quelque part, c'est un plus, voilà ce que je veux dire. Mais là, on parle des femmes qui ont découvert leur corps et qui, du coup, ont appris aux hommes à le découvrir aussi. Mais vous avez le sentiment que votre plaisir, il y a eu un moment où vous avez eu plus de plaisir qu'au début ? Parce qu'il y a c'est mécanique, je suis d'accord, mais j'imagine que votre culture, elle s'est construite aussi sur vous, pas seulement sur l'autre. Pour un homme, c'est assez simple. Il éjacule et il a du plaisir, quoi. Alors, en fait, le problème, après, c'est de mieux se connaître, peut-être de faire durer plus longtemps, peut-être tout est, oui, j'ai un mot qui me vient, si tu veux, c'est les préliminaires, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, un type comme moi, à l'âge de 20 ans, j'étais un sauvage, quoi. Je me souviens d'avoir vu cette Bretonne, que j'avais connue, qui m'avait dit une fois, ça m'a marqué toute ma vie, ne me laisse pas comme ça. C'est que j'avais pris mon plaisir, et puis pour moi, c'était fini. J'allais fumer une cigarette ou regarder la télévision. Et cette femme qui était au lit, elle avait certainement dû rien ressentir, et elle me disait, mais ne me laisse pas comme ça. Et ça, c'est une phrase qui m'a hanté tout le temps. Déjà à l'époque, vous aviez commencé une remise en cause. Ah oui, complètement. Bon, mais après, je l'avais un peu oublié, mais c'est une phrase clé. Ne me laisse pas comme ça. Voilà. Et après, peut-être que sur le moment, j'ai pas compris d'ailleurs. J'étais une espèce de pompier. Et puis avec le temps, je me suis dit, mais c'est vrai que tu as été très mauvais, quoi. C'est ça qu'elle voulait dire. Vous avez compris après ce qu'elle voulait dire. Ah oui, totalement, oui.
Et c'est une fois, avec mon frère, on s'en est expliqué plusieurs fois, il a eu la même expérience. Quand tu es jeune et que tu es né comme nous pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu connais rien du tout, personne ne te parlait de rien, il n'y avait aucune image, il n'y avait aucun texte, il n'y avait rien. Dis-toi bien que quand j'avais 17 ans, tu voyais la cheville d'une fille, ça se faisait de l'effet, quoi. Ah, c'est de l'érotisme, hein. Ça peut être de l'érotisme. Oui, mais là c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre. Je trouve que tu es très, très, très loin de certaines choses quand même. Et tu apprends progressivement, tranquillement, et encore, même je pense que tout le monde n'a pas la chance. Après, c'est les partenaires qui t'apprennent plus ou moins, ou qui, par leur souhait, voilà. Mais cette histoire m'a marqué terriblement. Oui, et vous, ça vous a pris 20 ans presque. Ne me laisse pas comme ça. Moi, ça m'a pris presque 20 ans, oui. Peut-être pas, mais oui, c'est vrai. Cette espèce d'attention. Et je pense que beaucoup de mecs, au début de mon âge, c'était des sauvages, quoi. On va reparler de votre vie sexuelle de ces dernières années. C'était quand votre dernière fois ? Vous m'emmerdez, là. Vous avez le droit de me répondre ce que vous voulez. Non, j'ai dit que ce genre de questions, à mon âge, un homme marié, on ne pose pas, quoi. Je ne peux pas vous dire ça. Ah, c'est facile. C'était il y a des années ? C'était il y a des mois ? Des jours ? Donnez-moi un ordre d'idée, à la limite. Je dirais des mois, voilà. Des mois, d'accord. Donc vous avez encore une vie sexuelle ? On ne peut pas éteindre le micro. Non, j'ai pas de vie sexuelle. Vous avez plus de vie sexuelle ? Non. Bah du coup, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Quand est-ce que vous estimez que vous avez arrêté d'avoir une vie sexuelle active ? Ça fait quoi, 10 ans, moins non, que ça ? Non, arrêter, c'est pas le problème. C'est que vous ne décidez pas de ça. Oui. C'est le fait que vous n'avez plus, pas m'amuser maintenant, d'aller essayer de convaincre une dame de penser à moi. Ça peut être de la masturbation aussi, c'est pas non, obligé. c'est pas, non, même la masturbation. Je pense qu'au fil des ans, après un certain âge, pourtant Dieu sait que pour moi ça a été important, mais tout ça, on se dit, Yvan, arrête tes bêtises, il faut être un peu raisonnable, et tu fais l'impasse, quoi, et ça vient graduellement comme ça, parce que je me vois dans une glace, parce que je sais très bien que tout ça, c'est... Moi, je suis assez sensible à la beauté des gens. Et donc, je pense qu'il faut accepter qu'en vieillissant, on n'est pas ce qu'on a été, que la beauté s'est un peu évanouie, et que je ne veux pas imposer à quelqu'un le corps d'un type de 80 piges, c'est tout, voilà. Mais ça ne veut pas dire que le désir ou que l'envie ne pourrait ne pas arriver, mais c'est une question de pudeur, une question d'honnêteté. On peut pas... Voilà. Il y a moi que vous a dit, pour les femmes de 25 ans. Voilà. Mais moi, je pense pas que ce soit vrai. D'ailleurs, je pense que c'est souvent pas les femmes de 25 ans qui m'ont donné le plus de plaisir. Je pense que jusqu'à un âge très avancé, des femmes peuvent être extrêmement de très bonnes maîtresses. Mais il y a quand même, comme disait Romain Gary, une limite à ne pas dépasser, c'est tout. Et donc après, vous ne pouvez pas, vous êtes un petit comme moi, vous vous dites, bon, mais c'est magnifique, je regarde les gens dans les rues, mais je dis, Yvan, arrête-toi, c'est tout. Ça vous rend triste ? Ah, ça ne peut que rendre triste, c'est un grand mot, parce que moi, je me force à m'habituer à vieillir et à me dire qu'il faut accepter, quoi. Donc triste serait un grand mot, mais ça peut rendre triste. Moi, j'ai beaucoup de copains qui me parlent de ça aussi. Il y a des moments où on se dit, bon, cette vie sexuelle, il faut savoir l'arrêter. Ça sert plus à rien de jouer le vieux beau qui va regarder, voilà. Des fois, j'entends des trucs en disant que dans les maisons de retraite, il y a encore quelque chose qui se passe, mais bon, c'est tant mieux pour eux, quoi. Je suis pas dans une maison de retraite, d'abord. Et deux, je crois qu'il faut être sage. Même si pour moi, c'est très difficile d'être sage. Et vous pratiquez une sorte de transfert parce que vous écrivez des nouvelles érotiques. Ah oui, mais voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce qui reste aux vieux. C'est à écrire des nouvelles érotiques. Ah bah c'est positif. Non, vous auriez pu développer... C'est l'imagination après, d'ailleurs. Vous auriez pu développer des échanges épistolaires, par exemple. Quelque chose de différent. Oui, mais avec qui ? Bah avec quelqu'un. Ben oui, justement, c'est ça. Et quelqu'un, vous la connaissez pas, c'est tout. Non, je sais tout ça par cœur. Il faut le chercher, quoi. Mais j'ai plus envie de me mettre dans ces situations où je joue le type beau, intelligent, cultivé pour séduire une femme. Vous êtes plus dans la séduction.
C'est la séduction que vous avez arrêtée. Finalement, c'est pas le désir, c'est la séduction. Oui, c'est la séduction, parce que, bon, vous dites, ça va. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai toujours souffert toute ma vie de jouer les beaux gosses. Aline, si elle était là, elle vous dirait, en Côte d'Ivoire, on était dans un milieu où tout le monde se mélangeait. Et moi, quand on avait des soirées de danse, on m'a fait la remarque 10 fois, je ne dansais qu'avec ma femme. Et j'étais des fois assis dans un coin, et j'aurais pu faire certaines choses, mais je n'imaginais pas danser un slow sans ma femme. Voilà, c'est ça la vérité. Donc petit à petit, les choses après sont différentes, mais faire le beau, ça m'a toujours gêné, voilà. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, peut-être pour draguer, il faut faire le malin, quoi. C'est ce que je pense. Du coup, c'est quelque chose que... C'est le règne du mensonge, la drague, quoi. Vous trouvez ? Ah, complètement. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des tas de mecs dans les sites de rencontres qui disent qu'ils sont ingénieurs alors qu'ils sont techniciens, je sais pas quoi. Tous les mecs mentent, tout le monde ment. C'est de l'ordre du fantasme. On aime être ce qu'on raconte et on aime le regard que porte l'autre dessus, mais il n'y a pas de volonté de faire croire réellement. Si, une volonté de faire croire qu'on est mieux qu'on est. D'ailleurs, si vous aviez lu mon bouquin qui s'appelle Street Poker, je crois, je dis que on n'est jamais ce que l'on croit qu'on est. Ça, c'est pas de moi, je l'avais piqué quelque part. Et je pense sincèrement, j'appelle ça la façade. Et dans la vie amoureuse des gens, et dans la vie de drague des gens, des hommes surtout, la façade, c'est majeur, quoi. Et vous avez arrêté ? J'ai pas arrêté parce que j'ai souvent refusé de jouer ça. Et j'ai peut-être eu un peu de chance parce que c'est difficile de dire ce que je vais dire. Disons, j'avais un certain physique qui me permettait de pas arrêter. Mais une anecdote, par exemple. J'étais une fois au cinéma et devant moi, il y avait un jeune couple. Et sur l'écran, il y avait Alain Delon. Le type, il était avec des lunettes moyennes et tout, un peu machin. Et la nana faisait que dire qu'il est beau, en parlant d'Alain Delon. Et j'ai toujours pensé que ce type, il devait avoir souffert terriblement, quoi. C'est tout. Elle voyait Delon. Elle était à côté d'un niais ou d'un petit cabot. Donc c'est difficile, ce genre de truc. Voilà. Et vous parlez de blessure narcissique, presque. Vous avez pas, en fait, en gros, vous vous êtes protégé de la blessure narcissique d'être rejeté ? Non, vous n'êtes pas rejeté, mais... D'abord, premièrement, je viens de dire que jusqu'à un certain âge, je n'étais pas rejeté. Ah ouais, non. Et deuxièmement, après, tu te dis... Pourquoi insister encore, puisque c'est fini le temps où tu pouvais peut-être. Et c'est vrai que ça se fait progressivement. Pendant un temps, on y croit encore, et puis après, quand on me laisse la place dans le tramway, je me dis qu'il faut mieux que je me calme, voilà, c'est tout. Parce que c'est quand même magnifique, un couple qui fait l'amour, un couple des corps nus, c'est fabuleux, mais il faut savoir ce qu'on est. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite ? Est-ce que vous espérez encore quelque chose ? Vous allez continuer à nourrir votre imaginaire érotique ? Je le nourris pas, il se nourrit tout seul de certaines choses que je vois, mais dans ce domaine, j'espère plus rien. Et dans la vie, j'espère simplement que Benjamin et Tess réussissent. C'est tout. Vous souhaitez le meilleur pour vos petits-enfants ? Voilà, le reste, c'est du pipeau. Moi, je me fous je suis invité tout le temps, je vois des gens qui m'énervent ou qui m'énervent pas, mais j'attends plus rien, quoi, en définitive. Très honnêtement, je suis quelqu'un dont je me dis presque tous les jours, reste un observateur, essaye de pas être trop bête, cultive-toi si tu peux encore un peu. Ce que je dis souvent, c'est que je crois pas qu'avec l'âge on devienne un vieux con, comme disait Jacques Brel. Moi, j'ai l'impression que je suis de mieux en mieux. Parce que tous les jours, j'apprends des trucs. On va garder ça comme mot de la fin, je trouve ça très beau. Bon, mais voilà, ça s'est bien passé. Vous venez d'écouter Première Dernière fois, un podcast de Lucille Bélan, produit par Slate.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer ou votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et pourquoi pas lui mettre 5 étoiles.